Voilà, c'est parti. Donc, on se voit donc ce soir pour traiter du chapitre sur l'amortissement des immobilisations. Alors, avant de commencer ce chapitre et pour répondre à la question d'une de vos camarades qui m'avait demandé de mettre à disposition le fichier que j'ai utilisé pour le chapitre sur l'évaluation des stocks. Donc, effectivement, j'avais l'intention, de toute façon, de le mettre à votre disposition. J'attendais qu'on ait fini le chapitre. Donc, il est dans votre drive, dans un dossier qui s'appelle support de cours, je crois, quelque chose comme ça. Ou sinon, à la fin du cours, à la fin des cours, puisqu'on a fait deux cours sur les stocks, à la fin des deux cours, je vous ai mis le lien pour accéder directement à ce fichier que vous pouvez télécharger et que vous pouvez garder pour vos révisions. Voilà pour cette petite information. C'était la première chose. Et puis maintenant, on va pouvoir commencer notre chapitre sur la partie des amortissements, des immobilisations. Alors, c'est un peu comme le chapitre qui a été vu précédemment sur les stocks. Il ne semble pas que ça puisse faire l'objet d'une question isolée dans un examen, ou tout au moins au BTS, mais c'est une notion dont on a essentiellement besoin lors, par exemple, de l'établissement du bilan ou lors de l'établissement du compte des résultats. Alors aujourd'hui, ces mots-là ne veulent pas dire grand-chose pour vous, ou pour au moins une grande partie d'entre vous, mais là, ce sont des chapitres qui sont à eux seuls, qui peuvent faire l'objet à eux seuls d'une question, et même des deux questions portant sur 10 ou 20 points lors de l'examen. Encore, ce chapitre sur les immobilisations est nécessaire dans l'apprentissage d'autres chapitres, comme le chapitre consacré à la méthode des coûts complets ou le chapitre consacré aux décisions d'investissement. Alors, ça ne veut rien dire aujourd'hui pour vous, mais jusqu'en deuxième année, ça vous suivra. Et au même titre que les notions qui ont été vues pour les stocks, vous aurez besoin absolument de la connaissance des techniques de calcul des amortissements. Alors, pour faire d'abord une brève introduction concernant ce chapitre, et pour le replacer dans un contexte, les entreprises ont nécessairement le besoin d'acquérir un certain nombre de matériel, de véhicules, d'ordinateurs, afin de pouvoir travailler, d'accord, afin de pouvoir assurer le cycle d'exploitation. Ce matériel, il a différents modes de financement, c'est-à-dire, quand on parle de mode de financement, c'est comment l'entreprise a trouvé les fonds pour pouvoir acquérir le matériel. On parle bien d'acquisition, donc de bien entrer en pleine propriété de l'entreprise, de bien acheter et non pas de bien louer. Euh, Quels sont donc les modes de financement? Comment l'entreprise peut acheter ce matériel? Elle peut passer par différents modes, dont par exemple l'octroi ou la sollicitation d'un emprunt auprès des établissements financiers, c'est-à-dire auprès de sa banque. L'entreprise qui a le besoin d'acheter par exemple un véhicule pour son exploitation, elle a la solution de s'adresser à son banquier, de lui dire: bonjour monsieur le banquier, voilà, je dois acheter tel matériel, c'est nécessaire pour mon entreprise, j'aurais besoin que vous me prêtiez 10 000 euros. Le banquier prêtera les 10 000 euros, bien sûr, sous certaines conditions, prêtera les 10 000 euros et l'entreprise se servira de cette somme pour acheter le véhicule et ensuite procédera au remboursement de l'emprunt. Autre solution que l'entreprise possède, c'est de financer elle-même l'acquisition, c'est-à-dire de prendre sur ses fonds propres, sur sa trésorerie, sur son compte en banque, pour pouvoir acheter le véhicule si son compte en banque lui permet. Ce n'est pas forcément une solution qu'on recommande aux entreprises, puisque les banques sont faites pour assurer le financement des entreprises et utiliser ses fonds propres, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. Mais toutefois, ça peut arriver et c'est une solution, par exemple, quand l'entreprise fait face à un refus de la part de son établissement financier. Il y a d'autres solutions, mais ce n'est pas le but du chapitre. Simplement pour vous dire, voilà, il y a une partie qui s'appelle le financement de l'acquisition.
Ça, c'est une partie qui ne nous intéresse pas ici dans le calcul de l'amortissement. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce financement, et quel que soit le mode de financement, d'accord, je répète bien, quel que soit le mode de financement, le bien qui a été acquis et qui est donc une immobilisation, donc là on parle de matériels qui sont importants et qui ont vocation à rester dans l'entreprise et à apporter un certain apport économique à l'entreprise. Quel que soit le mode donc, de financement de ces acquisitions, de ces biens, alors ça peut être par exemple un véhicule, une machine, euh, du matériel informatique, mais aussi l'acquisition d'un bâtiment, par exemple, hein. Donc tous ces biens vont être traités différemment quant à la comptabilité pure. Et ici, c'est bien de ça dont on parle. C'est-à-dire que de façon à rationaliser les choses et de façon à être équitable, l'entreprise va répartir le coût du véhicule, pas le financement, hein, le coût du véhicule dans ses comptes, de façon à ne pas faire supporter à une année comptable la globalité de l'acquisition. Clairement, quand une entreprise, regarde sa rentabilité, donc c'est-à-dire que quand une entreprise s'attache à dégager de ses comptes soit du bénéfice ou soit une perte. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder tout ce qui a été générateur de produits, c'est-à-dire les ventes, moins tout ce qui a été générateur de charges, c'est-à-dire les coûts d'achat des marchandises qu'elle a vendues, mais aussi les coûts salariaux, etc., etc. Je pèse bien mes mots quand j'emploie les mots produits et charges, parce que ce sont vraiment les mots que l'on attend de vous, c'est vraiment le vocabulaire qu'on attend de vous quand vous allez parler du résultat, donc de la partie rentabilité de l'entreprise. On doit raisonner en termes de produits et charges. Un produit, c'est issu généralement d'une facture que j'ai envoyée à un client, d'accord, parce que le client m'a acheté un certain nombre de produits. Et une charge, c'est issu de coûts qui ont été générés pour pouvoir vendre ce produit. C'est par exemple, j'ai besoin bien sûr de l'acquérir, moi d'abord, ce produit, quand je ne le fabrique pas moi-même, mais j'ai besoin aussi de personnel pour vendre ce produit. J'ai besoin d'un bâtiment, j'ai besoin de plein de choses. Et ça, ce sont des coûts pour l'entreprise. C'est ce qu'on appelle des charges. Vous remarquez ici que je ne parle pas de paiement. D'accord. Et c'est ce qu'il vraiment faudra faire ici, la différence entre le financement, le paiement, encaissement ou décaissement. Donc encaissement quand ce sont des factures clients et décaissement quand ce sont des factures fournisseurs. N'a rien à voir dans le fait que c'est pas rentable. Ça, on va vraiment se le mettre dans la tête dès aujourd'hui et au fur et à mesure de notre avancée sur les chapitres que sont le bilan et le compte de résultat. C'est-à-dire qu'ici, quand on parle d'amortissement, on parle de charge. On ne parle pas de financement. Le financement, il a eu lieu précédemment, au moment de l'acquisition. Et maintenant, on va regarder la répartition de la charge pour l'entreprise pour calculer sa rentabilité. Alors, vous avez bien compris que cette répartition, elle se fait selon deux modes. Un premier mode que l'on appelle l'amortissement linéaire et un deuxième mode que l'on appelle l'amortissement dégressif. La différence entre les deux, c'est que le premier mode, en fonction de la durée, va donner un amortissement qui est égal toutes les années, avec un petit bémol pour l'acquisition en cours d'année, l'acquisition et la mise en service en cours d'année. Concernant le deuxième type d'amortissement, l'amortissement dégressif, on va considérer que le bien perd plus de valeur au début, donc il y a un amortissement plus important au début qu'à la fin. On verra, puisque je pense qu'on va réussir peut-être à répartir ce chapitre en deux séances. Une première séance aujourd'hui consacrée aux amortissements linéaires. Je crois qu'avec le groupe de ce matin, je n'ai pas terminé, donc c'est pas grave, on prend le temps qu'il faut pour ces notions qui sont importantes. Et normalement, on devrait peut-être le terminer, on verra. Et voir l'amortissement dégressif lors de la prochaine séance. Si ce n'est plus lors de la prochaine séance, on commencera à le voir et puis on continue. Enfin, dans une troisième séance. Ce n'est pas du tout un souci. À ce titre, alors je ne sais pas si c'est votre groupe, parce que le problème, c'est que juste je fais un petit aparté, j'aurais dû le dire au départ, quand vous m'envoyez des mails, s'il vous plaît, mettez-moi l'année
et le campus. Parce que les questions dépendent des fois du campus. Est-ce qu'on doit faire ça, monsieur? Ben, je ne sais pas quel campus vous êtes, donc je ne sais pas où j'en suis avec vous. Je sais des fois même pas en quelle année vous êtes, donc je ne sais même pas ce que je peux vous répondre. D'accord? Ou d'autres questions. Bonjour monsieur, je ne sais plus la dernière question, enfin je l'avais en tête là. Est-ce que vous pouvez me répondre à ça? Mais sans l'année, sans le campus, je ne peux pas répondre. D'accord? Donc s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des mails, surtout indiquez-moi votre campus et votre... oui, un étudiant me disait, monsieur, on verra à peu près combien de chapitres pour voir à quel rythme je vais rendre mon télé, puisque vous savez que vous devez rendre 2 télés. Alors, j'aurais bien aimé donner une réponse en direct, mais comme je ne sais pas quelle année, quel campus, impossible. Alors, je vous le dis, hein, je ne peux pas vous dire où on en sera. D'accord? J'ai un rythme. D'accord? A priori, pour la fin du semestre, on aura vu toute la partie de comptabilité, ce qui veut dire que, grosso modo, d'accord, on aura vu la rentabilité et peut-être qu'on aura vu les coûts complets. Grosso modo, il nous reste 5-6 chapitres à voir d'ici la fin du semestre qui doit être au début février. Mais 5-6 chapitres importants, sur lesquels j'accorde le temps qu'il faut. Si on va plus vite, ben on en aura fait 6-7. Si on va moins vite, on n'aura peut-être fait que 4-5. Mais dans tous les cas, on bouclera, ne vous inquiétez pas. On a largement suffisamment de séances pour boucler. Mais ce qui veut dire que je suis incapable de vous dire combien de télé vous aurez encore à faire d'ici la fin. Au minimum, il y en a toujours un ou un demi par séance. J'avais demandé aujourd'hui est-ce que vous prépariez toute la partie amortissement linéaire. Ça, c'est le minimum. Donc, en fonction du nombre de séances qui nous reste jusqu'à la fin de l'année, vous pouvez en déduire le nombre de télé que vous aurez à faire. Et choisir votre stratégie de rendu de télé. Parce que j'ai l'impression que c'était ça, finalement, l'objet de la question, mais c'est très bien, hein, c'est normal, c'est le jeu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Autant rendre la télé sur un chapitre où je suis super à l'aise et où je suis sûr d'avoir une bonne note, ce qui est tout à fait normal. D'accord? J'aurais fait exactement la même chose à votre place. Je reviens sur maintenant ma notion d'amortissement. Donc, ici, le but, ça va être de vous faire calculer les tableaux d'amortissement linéaire. Alors, je vais partager mon fichier de façon à ce que toutes les explications qui sont vues dans le cours, on les retrouve à travers les exercices qui sont à faire. Et notamment, a priori, vous devriez tous avoir d'ici quelques instants la présentation du fichier. Alors, dans ce premier exercice, et ça va être ça l'objet, hein, d'accord? L'objet du tableau d'amortissement pour le matériel, ça va être de constater finalement la perte de valeur chaque année du matériel par l'amortissement. Et donc de savoir quelle est la charge qui va être imputée pour l'exercice comptable. Ici, il y a plusieurs choses à surveiller. D'accord? C'est pour ça que j'ai mis point de vigilance en rouge ici sur un énoncé. La première chose, et c'est d'ailleurs le petit piège qui a été tendu. D'ailleurs, monsieur, j'avais une question. Est-ce qu'on aura un DM si vous le mettez? Oui, vous aurez un DM, il sera mis. C'est pas grave. Juste pour dire, oui, vous aurez un DM très rapidement. Là, je pense que j'ai presque fini. Soit ce week-end, ou soit tout début de semaine prochaine, vous aurez votre DM qui sera à rendre 15 jours avant la fin du semestre. Je vous mettrai la date exacte. Donc, c'est pour mi-janvier. Dans tous les cas, c'est pas. Je dirais que c'est pas très grave de l'avoir un petit peu après parce que vous ne pouvez pas le faire là. Actuellement, avec ce que vous savez, vous ne pouvez pas le faire, le DM. Parce que le DM, il porte sur tous les chapitres que l'on voit sur le semestre. Pas de souci, Clémence. Allez, on y va, on continue. Donc, point de vigilance. Ici, petit piège qui vous a été tendu, c'est qu'on vous a donné un prix d'acquisition d'un bien. D'accord? On vous dit que l'entreprise a acquis un matériel industriel pour une valeur de 120 000 euros. On vous précise quand même que c'est une valeur TTC et qu'il y a une TVA à 20%. D'où le point de vigilance que je vous indique tout de suite en rouge, c'est que la base amortissable, donc le montant qui va nous servir pour nos calculs, doit être obligatoirement hors taxe.
obligatoirement. Celui qui part avec un TTC d'entrée, il a faux. Donc s'il a faux généralement à ça, il aura faux au reste de l'exercice. Et là, ça pose un souci. Parce qu'une erreur telle que celle-ci entraîne 0 à la pratiquement 0. Allez, imaginons que ce soit un exercice qui soit noté sur 5. Si vous obtenez 0,5 parce que votre tableau finalement il est bon, mais vous êtes parti d'un mauvais chiffre, on va prendre en compte que vous n'avez vraiment pas compris. Donc, c'est pour ça que je le mets bien en rouge. C'est un point de vigilance important. Ici, attention, la base amortissable, c'est toujours en hors taxe. Ce qui veut dire qu'il faut savoir calculer un prix TTC par rapport à un prix hors taxe. Je vous ai mis dans le même fichier, d'accord, que vous aurez donc à la fin des exercices linéaires, comment on calculait une TVA. Donc vous pourrez voir selon le petit rappel ici. Je vous rappelle que la TVA, c'est 20% du montant hors taxe. Il n'y a que comme ça qu'on peut le calculer. Ce qui veut dire que mon montant TTC, c'est une fois plus le montant TVA, donc plus 20% du montant hors taxe. Ce qui veut dire que mon TTC, c'est le hors taxe multiplié par 1,2, ce que vous trouvez ici. Quand j'ai un montant hors taxe et que je veux connaître le montant TTC, je multiplie ce montant hors taxe par 1,2, soit une fois le montant plus 20% de TVA pour avoir le montant TTC. Je vous ai mis un exemple ici. Imaginons 100 000 euros multiplié par 1,2, donc 1 plus le taux de TVA, 20% étant égal à 0,2 en nombre décimal. Ça nous donne donc 100 000 fois 1,2 est égal à 120 000. Ça, en bleu ici, c'était dans le cas où on ne connaît pas la TVA, le montant de TVA, et on ne connaît pas le montant TTC. Maintenant, si on connaît le montant TTC, chose que j'ai indiquée dans mon deuxième exemple, et que je ne connais pas la TVA, et que je connais le taux de TVA, mais je ne connais pas le montant de TVA, je ne connais pas le montant hors taxe, ce qui est le cas d'ailleurs dans notre exercice. Regardez l'opération que j'ai faite. Si le TTC est égal au hors taxe multiplié par 1,2, alors, si je fais passer le 1,2 de l'autre côté pour isoler mon hors taxe, d'accord, alors le TTC divisé par 1,2 est égal au hors taxe. C'est exactement ce qu'il va falloir appliquer. Dans notre exemple ici, puisqu'on nous donne un montant TTC, il va falloir diviser ce montant TTC par 1,2 pour obtenir le montant hors taxe. Le montant hors taxe, c'est celui qui va nous servir de base amortissable. Y a-t-il des questions sur cette problématique de TVA et comment on passe d'un montant hors taxe à un montant TTC et d'un montant TTC à un montant hors taxe? Il n'y a pas de questions, donc c'est que c'est bon pour tout le monde. Je n'ai pas compris. Alors, je répète, Salma, écoutez bien. Le but ici, c'est de pouvoir trouver l'équation qui me permette de passer du montant TTC vers le montant hors taxe. D'accord? Je sais, parce que ça m'est expliqué là au-dessus, que le montant TTC, il est égal à 1,2 fois le montant hors taxe. C'est-à-dire que quand j'ai un montant hors taxe, que je connais le taux de TVA à 20%, ce qui sera pratiquement le cas dans tous vos exercices, d'accord? Pour trouver le montant TTC, si je connais le montant hors taxe, imaginons, exemple, un ordinateur vaut hors taxe 850 euros. Quel est son montant TTC? Le calcul que je vais faire ici, c'est le hors taxe fois 1 plus le taux de TVA est égal au montant TTC. Quel est le hors taxe? 850 multiplié par 1 plus le taux. Le taux, c'est 20%. Donc, ça fera 1,2 plus que 1 plus 20%, ça fait 1,2. Est égal au montant TTC
Hop, 850 fois 1,2 est égal à 1020. 1020 est égal au TTC. Donc là, je vous ai montré comment on passe d'un montant hors taxe vers un montant TTC. Prenons un exemple maintenant dans le cas contraire. Quand je connais un ordinateur, vos TTC, allez, on va prendre un bon Mac, 2040 euros. Un ordinateur vaut 2040 euros TTC. Quel est son montant hors taxe? Donc ici, je connais le TTC, je cherche le montant hors taxe. Alors, on sait que le montant hors taxe, c'est que le montant TTC, je peux partir de la même équation. Hein. Et maintenant, je peux dire maintenant, oui, mais si je fais passer 1 plus taux de l'autre côté, comme c'est un multiplié, il va passer en divisé. Ça, ce sont les règles de base des équations que vous avez dû voir. Donc, le TTC divisé par 1 plus 1 deux fois. Le TTC divisé par 1 plus le taux est égal au hors taxe. C'est bien ce que je cherche, le hors taxe. Hein. Mon TTC 2040 divisé par 1,2 est égal à 1700. Donc, mon hors taxe est égal à 1700. Si j'ai pas fait d'erreur de calcul, je vais quand même vérifier pour ne pas marquer de bêtises. 2040 divisé par 1,2 est égal à 1700. Est-ce que c'est compris maintenant? Donc, ce qu'il faut retenir, voilà, ce sont ces deux modalités. Comment on fait pour passer d'un montant hors taxe vers un montant? Pourquoi pas 1,2? Pourquoi par 1,2 et pas fois 1,2? Hop, je vais un truc là. Alors, je vais reprendre votre question. Voilà pour les questions. Pourquoi diviser par 1,2 et pas multiplier par 1,2? Parce que quand on fait passer, ici, vous voyez, je fais passer toute cette partie-là de l'autre côté, d'accord, dans une équation. Quand je fais passer cette partie-là de l'autre côté, elle va devenir indivisée. Quand je fais passer cette partie-là de l'autre côté, alors ça devient divisé. D'accord? C'est ce que j'ai fait ici. J'ai fait passer cette partie-là de l'autre côté. Et donc, voilà, j'aurais peut-être pu l'inverser et mettre que vous auriez peut-être mieux compris comme ça, mais ça revient exactement que le hors taxe est égal au TTC divisé par 1 plus le taux. Voilà. Voilà pourquoi j'ai divisé et pas multiplié. Puisque ici, j'ai le montant TTC et je cherche le montant hors taxe. Tout à l'heure, dans mon exemple précédent, j'avais le montant hors taxe et je cherchais le montant TTC. Donc, je lui rajoute la TVA. Donc, je prends le montant et je lui rajoute la TVA. Donc, je multiplie par 1 plus le taux de la TVA. Voilà pour cette partie-là. Donc, attention, attention, point de vigilance, le coût d'acquisition, c'est du hors taxe. Donc, je vais pouvoir ici faire mon calcul. Mon hors taxe est égal à mon TTC divisé par 1,2. Donc, mon hors taxe est égal à 100 000 euros. Alors,
Une fois que j'ai déterminé ma base hors taxe, je vais construire mon tableau d'amortissement. Mon tableau d'amortissement, quand l'amortissement, quand le bien a été acquis et mis en service le premier jour de l'année ou le premier jour de l'exercice comptable, le tableau d'amortissement contiendra autant de lignes qu'il y a d'années prévues pour l'amortissement. Ici, on sait qu'il y a 4 années prévues pour l'amortissement. Voilà pourquoi mon tableau comporte 4 lignes. Dans ce deuxième tableau ici, vous aurez le détail des calculs, mais bien sûr, ce n'est pas un tableau à reproduire. Ce que l'on attend de vous, c'est de reproduire ce tableau-là, éventuellement de mettre comment vous avez calculé votre amortissement, mais pas de remplir un nouveau tableau avec les calculs. Moi, je vous le mets afin que vous compreniez mieux les choses. Alors, comment on va faire? Donc, c'est simplement une répartition équitable de la valeur d'acquisition en fonction du nombre d'années. Si le bien a été acheté 100 000 euros, pas très compliqué, si je fais une répartition égale sur 4 années, 100 000 divisé par 4, ça fait 25 000. Hein. Vous avez un gâteau, faites une répartition par 4, chacun aura un quart. Donc ici, pas de difficulté, vraiment. Hein. Donc on va reprendre notre base amortissable au niveau de la base amortissable. On va calculer mon annuité. Donc mon annuité, comment je vais la calculer? Je vais simplement indiquer 100 000 divisé par le nombre d'années. Donc 100 000 divisé par 4, ça fait 25 000. Donc l'annuité d'amortissement ici est de 25 000. Alors, concernant le vocabulaire qui est utilisé, vous voyez qu'ici, je vous ai mis en petite remarque que cette notion de base amortissable, il se peut que, par exemple, dans un sujet, on vous parle de valeur brute ou de valeur à l'origine. C'est exactement la même chose. Ce sont les mêmes termes, ce sont des synonymes. Concernant l'annuité d'amortissement, on l'appelle aussi dotation aux amortissements. Donc, c'est la part consacrée pour une année. Voilà aussi pourquoi on l'appelle annuité. Concernant la valeur nette comptable, la VNC, on l'appelle aussi valeur résiduelle. C'est le reste, finalement. Donc, si je l'ai amorti pour 25 000 euros, depuis le début, je l'ai amorti pour combien? Pas 25 000 euros, hein, pas très compliqué, puisqu'il n'y a qu'une année. Maintenant, quelle est la valeur résiduelle? C'est-à-dire, aujourd'hui, dans mes comptes, après une année, combien le bien vaut encore dans mes comptes? Il vaut 100 000 euros moins la partie qui a été déjà comptabilisée en termes de charges, c'est-à-dire moins 25 000, puisqu'au total, moins 25 000. Donc mon bien vaut encore dans mes comptes aujourd'hui 75 000. Deuxième année, le bien vaut toujours 100 000 euros. Alors, petite remarque que j'ai faite en dessous. En amortissement linéaire, la base amortissable, ce sera toujours la même, ce sera toujours 100 000 euros. Quel est son amortissement? Son amortissement, c'est toujours le même calcul. Hein. J'ai fait exactement le même calcul. J'ai fait toujours 100 000. D'ailleurs, c'est 100 000 et pas 101 000. J'ai fait toujours 100 000 fois divisé par le nombre d'années. Hein. Pour combien je l'ai déjà amorti? Je l'ai déjà amorti depuis 2 ans. Donc, une année à 25, une autre année à 25, ce qui veut dire que ici, je l'aurai amorti pour 50 000 euros. 25 000 de la première année plus 25 000 de la deuxième année. Quel est le montant ici? Quel est le montant ici de la valeur nette comptable? Le montant de la valeur nette comptable, ça sera 100 000 moins 50 000. 50 000. D'accord. La troisième année, on va refaire les mêmes modalités de calcul. La quatrième année, les mêmes modalités de calcul. Je vous ai mis tout le détail des calculs, je vérifie qu'il n'y a pas eu de pistouille. A priori, non. Donc, vous voyez qu'au bout de 4 ans, la charge complète, vous arrivez un peu tard, hein, la charge complète de mon bien a été répartie sur les 4 premières années. À la fin, dans mes comptes, il ne vaut plus rien. D'accord? C'est d'ailleurs ça ici. Quand on a un amortissement sans valeur résiduelle, amortissement sans
valeur résiduelle, alors la dernière VNC est égale à 0. Alors, c'est comme ça que je peux vérifier éventuellement si j'ai bien si mon tableau est bon. Si ma VNC est à 0, à la fin, ça veut dire que j'ai plutôt bon. D'accord? Alors, y a-t-il des questions sur ce premier tableau que l'on a fait, qui est, somme toute, pas très compliqué? Pas de questions? Tout le monde a compris? Ok. Alors, maintenant, regardons comment ça va se traduire dans les comptes de l'entreprise. D'accord? Toutes les entreprises ont l'obligation de fournir à l'administration fiscale, mais au greffe du tribunal aussi, ce sont des obligations, ont l'obligation de fournir ce qu'on appelle un bilan et un compte de résultat. Alors, ce sont deux documents que l'on va étudier dans le prochain chapitre. Ce sont deux documents qui ont des vocations différentes. Le bilan fait état du patrimoine de l'entreprise. Le patrimoine d'une entreprise, c'est d'un côté tout ce qu'elle possède, mais au sens large, et de l'autre côté tout ce qu'elle doit. Donc d'un côté tout ce qu'elle possède, et de l'autre côté ses dettes, finalement, tout ce qu'elle doit. D'accord? Et ici, vous pensez bien que notre bilan va être impacté par notre tableau d'amortissement. C'est-à-dire qu'on a bien ici notre entreprise qui a acquis un bien pour une valeur de 100 000 euros. Donc, bien qui va rentrer dans son patrimoine. Donc, bien qui doit figurer sur le bilan. Alors, je vous disais, ce n'était pas demandé dans l'exercice, mais c'est pour continuer un peu et consolider les notions de cours. Le bilan, ou tout au moins une partie du bilan, on va retrouver deux grandes parties, ce qu'on appelle l'actif, que l'on va généralement situer à gauche, et le passif que l'on va mettre traditionnellement à droite. Sont deux parties différentes. L'actif représentant les éléments que l'entreprise possède, alors que le passif, c'est ce que l'entreprise doit. Ce sont donc ses dettes. Ici, on a besoin de regarder que l'actif du bilan. Pardon. Voilà pourquoi je ne vous ai pas produit le passif. Dans cette colonne actif, dans cette partie actif, on va retrouver trois colonnes. Une partie brute, une partie amortissement et provision, on verra pour la partie provision. Ici, je n'ai reporté que la partie amortissement, et une partie nette, où on va retrouver les valeurs du bien. Alors, regardons ce qui se passe à la clôture de l'exercice, donc en fin d'année de l'année N. L'entreprise a bien acquis du matériel pour une valeur brute au départ qui était de 100 000 euros. Donc, dans son bilan, vont apparaître 100 000 euros d'acquisition pour du matériel industriel. Quel est l'amortissement qui a déjà été pratiqué ici? Il a été pratiqué un amortissement de 25 000 euros. Et en valeur nette, le bien vaut 75 000 euros dans mes comptes. Regardons maintenant en année N plus 1. Je vais reprendre les mêmes choses, ça sera toujours 100 000 euros. En fait, je vais avoir un report de mon tableau d'amortissement, ici. 50 000 euros, il a déjà été amorti, et donc il ne vaut plus que 50 000 euros. On va avoir pratiquement un report des éléments du bilan sans la partie annuité. La partie annuité, elle, va impacter le compte de résultat. En troisième année, donc toujours 100 000 euros, avec un amortissement déjà pratiqué sur les 3 premières années de 75 000 euros et une valeur nette de 25 000 euros. Et enfin, en dernière année, un matériel qui au départ valait 100 000 euros, qui a été amorti pour 100 000 euros et qui ne vaut plus rien dans mes comptes. Voilà l'impact année par année que cet élément aura sur le bilan.
Alors, ici, on a bien cette colonne-là et cette colonne-là qui vont être reportées sur le bilan. Vous remarquez que l'annuité des 25 000 euros, on ne la voit jamais. Cette colonne-là, ça va impacter le compte de résultat. Ça impacte le compte de résultat. Alors que ça va impacter le bilan. Ça va impacter le bilan. Et ça va impacter le bilan. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? S'il n'y a pas de questions, on va pouvoir passer donc à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, il y avait aussi des points de vigilance qu'il fallait prendre en compte. D'abord, le premier point de vigilance qu'il faut prendre en compte, c'est que la base amortissable peut être rehaussée des éléments qui ont été nécessaires à l'installation du matériel, c'est-à-dire ce qu'on appelle des frais annexes. Et vous voyez qu'ici, il y a des frais annexes qui sont les frais d'installation et les frais de montage. Donc attention, les frais annexes sont à inclure. Donc, les frais annexes sont à inclure à la base amortissable. Je reprécise quand même pour leur valeur hors taxe. Ça, c'est le premier point de vigilance qu'il faut avoir dès que l'on a des frais annexes. Donc, on va les inclure dans la base amortissable, ce qui veut dire que ma base amortissable, ici, c'est l'acquisition du matériel, donc le matériel vaut 100 000, plus 10 000. Ici, on a des montants hors taxe, donc je peux le prendre tel quel, 100 000 plus 10 000, que je dois mettre dans ma base amortissable, 100 000. Plus 10 000. D'accord? Ça, c'est le premier point de vigilance. Le deuxième point de vigilance, c'est que le bien n'a pas été acquis et mis en service au début de l'année. D'accord? Donc, c'est l'application. Je vais expliquer clairement ce que ça veut dire. L'application du prorata temporis si le bien a été mis en service en cours d'année. Voilà le deuxième point de vigilance. Si le bien a été acquis en cours d'année, application du prorata temporis. Alors, ça veut dire quoi le prorata temporis? Il est évident que l'annuité qui est constatée, par exemple, dans l'exercice 1, ici, c'est une annuité pour une année complète. Ce qui me permet d'ailleurs de n'avoir que 4 lignes à mon tableau. Parce que comme le bien a été acquis et mis en service, le 1er janvier de l'année, premier jour de l'exercice comptable, pas de souci. 4 ans, ça fait du premier jour au 31 décembre de l'année N plus 3. En sachant qu'il y aura N, N plus 1, N plus 2, N plus 3, ça me fait mes 4 ans complets. Par contre, ici, le problème, c'est que la première année sera incomplète. Or, si je ne travaille que sur 4 années, il va me manquer des jours d'amortissement. Donc, je suis obligé de compter pour la première année le nombre de jours qu'il s'est écoulé entre le début de la mise en service et la fin de l'année. Donc, ce décompte, il se fait de la façon suivante. Décompte du nombre de jours entre la date d'acquisition, enfin la date de mise en service, et la fin de l'année N. Donc ici, on a une date
qui est le 17 février, je crois. 17 février. 17 de 2020. On ne sait pas. De l'année N, pardon. 17-2 de l'année N. Pardon. Je vais, dans un premier temps, je vous donne ma méthode, hein, moi, comment je calcule. Je compte d'abord le nombre de mois entiers. NB mois. Combien y a-t-il le nombre de mois entiers pour aller de février à décembre? Donc février n'est pas entier, je ne le compte pas. D'accord? Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. D'accord? 10 mois. Que je multiplie obligatoirement par 30, puisqu'on estime en comptabilité qu'il y a 30 jours par mois. On ne s'embête pas à calculer les mois de 31 jours, on estime qu'il y a 30 jours par mois. Ce qui va me donner 300. Et à ça, je vais rajouter les nombres de jours du mois d'acquisition. Donc, nombre de jours du mois d'acquisition, c'est combien? Du 17 au 28, il y a 11 jours. Et maintenant, je peux rajouter mes deux. Donc ici, mon décompte, il va être égal à 300 plus 11, 311 jours. Voilà. Alors, certains comptent le 17, parce que si je fais le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, le 22, le 23, le 24, le 25, le 26, le 27, le 28, vous remarquez que ça fait 12 jours et non pas 11 jours. Vous embêtez pas avec ça. Vous embêtez pas, personne ne viendra chipoter parce qu'il y a un jour de plus ou un jour de moins. Ça, c'est clair, net et précis. Je crois d'ailleurs que dans le cours, je ne l'avais pas vérifié, mais je crois que dans le cours, le jour d'acquisition est compté. D'accord? Oui, non, il y a différentes interprétations de ce jour d'acquisition. En tout cas, nous, on s'en fiche. Je vais vous dire pourquoi on s'en fiche. Parce qu'à chaque fois qu'on va vous demander de faire du prorata temporis, à chaque fois, on va vous faire démarrer au premier jour du mois. Par exemple, on pourra vous demander de faire un prorata temporis au 1er mars. À ce moment-là, vous comptez mars entier, mai, juin, juillet, août, et vous n'aurez que des comptes en mois à faire, et pas en jours. Donc, maintenant, voyons quel est l'impact de ce décompte. D'abord, est-ce que vous avez compris au niveau du décompte de jours? Alors, Elodie, on va simplement compter le nombre de jours depuis le 17 jusqu'au 31 décembre. D'accord? Je répète pour le décompte. On compte le nombre de jours du 17 jusqu'au 31 décembre. Pour la première année. Et pour faire ce décompte, on le fait. Alors, on peut commencer par les jours, hein, peu importe. Mais on se dit d'abord qu'un mois en comptabilité, c'est 30 jours. On ne s'embête pas à chercher les mois de 21 jours. Quand on a des mois entiers, un mois, c'est 30 jours. Parce qu'une année, c'est 360 jours. Donc ici, combien y a-t-il de mois entiers entre le 17 février et le 31 décembre? Il y a 10 mois, c'est-à-dire les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà pourquoi j'ai mis 10 ici. 10 mois. 10 mois entiers à 30 jours, ce qui me fait 300 jours.
ensuite, je vais compter le nombre de jours dans le mois d'acquisition, c'est-à-dire dans le mois de février, puisqu'il faut que j'aille au moins jusqu'au 28 février, parce que ma date d'acquisition, ça commence le 17. Entre le 17 et le 28 février, il y a 11 jours. Donc, si je rajoute mes 300 plus mes 11, j'obtiens 311 jours. C'est le chiffre que je vais retenir pour faire mon calcul de prorata temporelle. Ça veut dire qu'il s'est écoulé 311 jours entre le 17 février et le 31 décembre. Donc 311 jours où je vais pouvoir amortir mon bien. Parce qu'avant, je ne le possède pas. Mais donc, je commence à l'amortir qu'à partir du 17 février. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que concernant ma dotation, mon annuité ici, donc là, pas de souci, je vais reporter mes 300. Ça, c'est pour moi vous expliquer. Hein. D'accord? C'est pour moi vous expliquer. Donc, cette colonne-là, normalement, elle colonne à ne pas faire. C'est juste une colonne d'explication, ça, hein, cette colonne-là. Donc, la première année, je l'ai gardé 311 jours. Quand je l'ai eu, je vais pouvoir l'amortir 311 jours. La deuxième année, en N plus 1, je vais faire comme ça, sera peut-être plus compliqué. La deuxième année, je vais l'avoir un an complet. La troisième année, en N plus 2, je vais l'avoir encore un an complet. La quatrième année, en N plus 3, je vais l'avoir encore un an complet. Et enfin, cette année-ci, je vais compléter mes 311 jours par rapport aux 360 jours. Donc ici, il va me rester 49 jours à amortir. Comme ça, si je compte, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, et ça fait aussi 1 an. Donc ça me fera bien mes 4 ans d'amortissement comme il était prévu. J'espère que j'ai pas... non, c'est sur 50, donc je dois décaler encore d'une année, pardon. Un an. Ça, c'est en N plus 4. Et en N plus 5. Voilà. Donc je répète mon explication, puisqu'on a une durée d'amortissement de 5 ans. D'accord? 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et ça représente 1 an. Donc ça veut dire que là, j'ai 4 ans plus 311 et 49 qui font 1 an. Ça fait bien mes 5 ans d'amortissement. Voilà pour l'explication des jours ici que je mets donc en face. Je les mets volontairement en face. Pourquoi? Parce que pour l'année 1, l'année N. Pourquoi 49? Parce que pour aller jusqu'à 360, pour faire une année entière, Elodie, puisqu'il me faut 5 ans. Là, j'en ai déjà 4, j'ai 311 jours la première année, donc il me manque 49 jours, puisque une année, c'est 360 jours en comptabilité. Donc ça, je l'ai trouvé comment? Je vais l'indiquer. Une année, c'est 360 jours. Ben, c'est comme ça. Ne me demandez pas pourquoi c'est pas 365. Je pense que c'est par mesure de facilité. Sinon, il faudrait compter les mois avec les 30 jours, les 31 jours, etc. On a au moins gagné ça là-dessus. Par mesure de simplification, on peut travailler avec des mois de 30 jours. Donc ici, j'ai fait, il y a hop, déjà 311 jours en année N. Donc, il manque 49 jours. Pourquoi 49? Parce que 311 plus 49, c'est égal à 360 jours qui correspond à un an. Donc il manque 49 jours en N plus 5. Voilà. Donc maintenant va venir la partie la plus importante. Le calcul de l'annuité
de l'année N. Comment se fait ce calcul? Je vais vous indiquer la formule. Donc, on va prendre la base amortissable. La base amortissable que l'on va diviser par le nombre d'années. C'est quoi l'annuité? L'annuité, c'est la partie qui est consacrée à la charge pour une année. Je l'ai expliqué dans l'exercice 1. D'accord? Donc, c'est exactement comme on a fait dans l'exercice 1, sauf que là, il va y avoir un calcul particulier. Donc, divisé par le nombre d'années. Si je m'arrêtais là, d'accord, ça reviendrait à faire ce qu'on a fait ici. L'annuité, ici, on l'a calculé comment? On a fait la base amortissable divisée par le nombre d'années. Donc, ici, je commence par calculer une année normale, une année comme si je l'avais eue entièrement. Donc, j'aurais pu faire 110 000 divisé par 5 et j'aurais trouvé le montant de l'amortissement, le montant de l'annuité pour une année. Sauf que là, je ne l'ai pas eu une année, je l'ai eu que 371 jours. Donc, c'est pour ça que je vais proratariser ici. Je vais faire une petite opération qui va me permettre de proratariser les choses, c'est-à-dire de calculer seulement pour 300 jours. Donc, nombre de jours de détention, ce qu'on a calculé ici avec 311. On a dit que le bien, on l'avait détenu 311 jours, divisé par 360. Voilà mon opération que je dois faire. Concrètement, ça va me donner quoi? Si je le traduis maintenant, je vais faire 110 000, c'est ma base amortissable, divisé par 5, multiplié pour avoir un prorata par 311 sur 360. Ça va me permettre d'avoir un prorata. Donc, 110 000 divisé par 5. Donc, ça me donne une base amortissable, si je ne me suis pas trompé, 110 000 divisé par 5, multiplié par 311 divisé par 360, voilà. 1005,56. D'accord? Est-ce que sur ce calcul, j'ai oublié du monde, j'ai perdu des gens en route, ou des gens sont partis déjà à table, ou c'est bon? Vraiment, la fin de ce calcul ici, cette partie-là, toute cette partie-là me permet de faire le prorata, en fait. Donc, je vais pouvoir reporter mes données ici. Donc, ici, c'était 110 000. Hein. Mon annuité, elle est égale à 19 056. Donc, j'ai calculé. Mon cumul d'annuité, il est exactement égal à l'annuité, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Et ma VNC, elle est toujours égale à 110 000 moins le cumul des amortissements. Alors, je vais reporter ici. Donc, on est en année N. Le calcul, hop. Voilà, on va quand même le faire. Je vais faire ça. Le calcul de l'annuité, il est là. Le cumul, c'est pas très compliqué, c'est 19 005,56. Et ma valeur nette comptable, c'est 110 000 moins 19 005,56. Voilà pour ma première année. Prenons maintenant le calcul pour la deuxième année. On va recommencer la même opération. Donc, base amortissable par nombre de jours de détention divisé par 360. Je traduis. 110 000
la base amortissable, qui est toujours la même, hein. Ici 110 000, pas de souci. Divisé par 5, pas de problème. Mais combien de temps je l'ai eu la deuxième année quand je l'ai eu une année entière? Je l'ai bien eu 360 jours, puisqu'une année, on sait que c'est 360 jours. Donc, si je remplis ici mon binôme, ça me ferait 360 divisé par 360. Parce que la deuxième année, je l'ai eu 360 jours, je l'ai eu un an. Bah, multiplié par 360 divisé par 360, ça revient à rien. Donc ça, je peux l'éliminer. Ça, c'est comme si je multipliais par 1. D'accord? Donc je peux l'éliminer. Donc à partir de la deuxième année, comme c'est un an, d'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que on va faire ça. Voilà. Je le calcul. Voilà. Donc la deuxième année, à partir de la deuxième année, comme j'ai détenu le bien toute l'année, je peux m'éviter ce prorata temporis et simplement, ici, avoir mes 22 000. Ça sera valable pour les 4 ans suivants. Donc, je reviens ici, la deuxième année, hop, mon amortissement il est de 22 000. Quel est le cumul? Ben, c'est 19 005 plus 22 000. Quelle est la valeur résiduelle ou la valeur nette comptable? C'est ça. C'est ça. Non, ça. Je réponds tout de suite à votre question, mademoiselle. Juste ça. Hop, donc on a dit 110 000. Ici, le cumul, c'est 22 000 plus 19 005,56. Et ici, c'est 110 000 moins 41 005,58. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question. Je vais regarder cette question. Donc, alors, hop. Donc, à partir de la on fait juste la base divisé par exactement. On pourrait faire 360 divisé par 360, mais ça ne sert à rien. On ne va pas faire ça. Je vais même vous dire que pour toutes les années entières, c'est-à-dire que pour les années 1, n plus 1, n plus 2, n plus 3, n plus 4, n plus 4, c'est tout, on va avoir exactement le même calcul. J'aurai toujours 110 000 ici, et j'aurai toujours une base amortissable à 22 000. Voilà. Et j'aurai toujours mon même calcul ici qui va se faire, et toujours mon même calcul ici qui va se faire. Qu'en est-il de la dernière année? Donc ça, c'est valable calcul des annuités n plus 1 à finalement n plus 4. D'accord. Qu'en est-il de la dernière annuité? Combien de temps je l'ai? Je vais appliquer ma formule, hein, tout simplement. Pour l'année n plus 5, ma base amortissable divisée par mon nombre d'années, multiplier mon temps de détention, c'est-à-dire 49 jours. Voilà pourquoi je me suis mis à côté. Là, ça me permet de mieux travailler, puisqu'il ne me reste que 49 jours à amortir pour arriver au bout des 5 ans. Et j'obtiens 2000. Donc 110 000. Mon amortissement, donc, qui est égal à 2094. Voilà.
Après, je continue mes procédures hein, classiques. Et j'arrive à 0. D'accord. Voilà pour l'amortissement avec l'acquisition en cours d'exercice. D'accord. Alors, il faudra bien revoir cette méthode. Okay. Et de toute façon, je crois que dans l'exercice 4, essayez de mettre ce que j'ai pour le reprendre. Oui, je mettrai juste les exercices 1 et 2. Je vais finir de compléter les formules qui manquent là et je vous mettrai juste l'exercice 1 et 2 sur NetCampus, pas de souci. Ça marche pour tout le monde? Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et donc, le résultat, c'est toujours 0, oui. Oui, je vais vous mettre quelques petits commentaires parce que vous remarquez aussi que ça, c'est obligatoirement égal à ça. L'avant-dernière VNC, c'est égal à mon... C'est comme ça que je peux le vérifier aussi. Mon avant-dernière VNC, c'est égal à mon dernier amortissement. Et, et ça, et ça, c'est aussi égal à ça. C'est des petits moyens de vérification que vous pouvez avoir pour savoir si vous avez bon. Puisque l'amortissement d'une partie de l'année en N et d'une autre partie de l'année en N plus 5, c'est une année entière. Donc ça me donne un 22 000 ici. Voilà, je vous mets le corrigé dans le campus, alors peut-être pas ce soir, hein, mais certainement demain matin. Et je vous souhaite dans tous les cas une bonne soirée, de bonnes vacances, révisez bien, bossez bien. Et à la fois prochaine. Ciao.